Tout d'abord, je remercie Jérémy de m'avoir donné l'occasion de faire cette petite présentation. Et donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc l'agenda de la journée, je vais faire une petite introduction, euh, expliquer pourquoi je suis plus ou moins ici. Ensuite, j'expliquerai ce que c'est Go et pourquoi est-ce que ça a été fait. Et puis, évidemment, on est là pour ça. Je vais un petit peu faire un tour du langage. Donc l'introduction, tout d'abord, ça me semble important de dire qui je suis. Donc je m'appelle Thomas Yen, je suis diplômé de l'Université de Liège comme ingénieur civil en informatique en 2010. Je suis développeur Java depuis 2010 et j'ai commencé le Go en 2019. Donc évidemment, ça ne fait qu'un an. Mais voilà, comme on dit, Java. On va retourner en 2019. Donc en 2019, je change et je vais travailler chez Gabi Smartcare, la société où je travaille aujourd'hui, où je dois faire quelque chose from scratch, donc rien n'existe. Ma vision, c'est une architecture event sourcée. Bon, ça on pourra en reparler plus tard, c'est pas l'intérêt aujourd'hui. Elle doit être cloud-based, c'est-à-dire que j'aimerais bien que ça tourne sur Kubernetes. On ne veut pas de serveur local, on ne veut pas gérer tout ça. On veut des microservices, on veut une base de données et on veut un messaging system. Donc, vu que j'ai 10 ans de connaissances Java, je commence à développer mes microservices et du coup, j'arrive à 6 microservices que je fais tourner sur une petite machine. À l'époque, c'était une petite machine OVH qui n'avait pas grand, à la base CPU de 2 GHz et 4 Go de RAM. Donc, mes 6 microservices tout seul. Il n'y a pas encore un client, il n'y a rien du tout. Je regarde, j'utilise 1 Go de RAM. Mon CPU est utilisé à 5% alors qu'il fait rien. Mes images Docker font environ 150 mégas par container. Et pour pouvoir démarrer mon container la toute première fois, ça me prend 5 secondes. Et les fois suivantes, ça me prend minimum 2 secondes. Vu l'idée d'aller sur du cloud, Kubernetes et tout ça, c'est pas. Il faut savoir que Kubernetes peut déployer une machine sur, enfin le Docker sur une autre machine s'il en a envie. Et donc, devoir télécharger 150 mégas plus 5 secondes de downtime pour le démarrage du Docker, ça faisait un peu beaucoup. Et donc, je me suis dit, oulala, il y a un souci, ça ne va jamais aller. Et donc, j'ai commencé un peu à chercher et j'avais entendu parler du langage Go. Donc, j'ai eu l'occasion du coup de réécrire mes microservices en Go, ce que j'ai fait. Et c'est arrivé, ça a été plutôt éloquent. Mes 6 microservices, du coup, j'utilisais moins de 20 mégas en RAM à la place de 1 giga. L'utilisation de mon CPU était inférieure à 1%. Les images Docker font environ 5 mégas. Enfin, ici maintenant, j'arrive à des 20 mégas, mais évidemment, j'ai plus de librairies. Et le démarrage prend moins d'une seconde ou 2 secondes si le Docker n'a pas encore été démarré une fois. J'ai fait le petit exercice justement ici pour voilà, est-ce que c'est mieux? Oui, bon, je vais continuer. Donc, juste ici pour le petit exercice, j'ai refait un microservice, on va appeler ça comme ça, mais c'est pas vraiment un microservice. J'ai fait un Hello World en HTTP. Donc, quand je faisais get sur une adresse, ça me renvoie juste Hello World. J'ai écrit les deux services, A en Go et A grâce à Spring Boot, que tout le monde connaît, du moins dans le monde Java. Et voilà les chiffres que j'ai eu. Donc, on a 121 mégas pour l'image Spring Hello World, donc en Java. Donc, je suis parti d'OpenJDK 8 en Alpine, donc la plus petite qui existait. Et pour Go, j'ai 4,78 mégas. Donc, on divise la taille par 30 environ, ce qui est vraiment pas mal. Et ensuite, j'ai fait tourner les deux conteneurs en parallèle. On voit que mon Java Reg pour répondre Hello World dépend environ 0,1% de mon CPU, alors que je ne l'ai pas appelé. Je ne suis pas en train de l'appeler à ce moment-là. Et il prend 200 mégas de RAM tout seul. Et Go prend 2 mégas de RAM, donc 100 fois moins, et n'utilise pas de CPU. Donc voilà pourquoi j'ai décidé à ce moment-là de partir vers le Go plutôt que vers le Java. Donc ensuite, pourquoi Go et qu'est-ce que c'est Go? Donc Go, à la base, il a été créé chez Google. Pourquoi est-ce que chez Google, ils se sont dit on va créer un énième langage? C'est simplement qu'ils se sont dit à un moment donné, ça devient très difficile d'utiliser des langages. J'en parlais avec un de mes collègues plusieurs fois. On a la JavaScript fatigue.
c'est d'installer tous les outils pour enfin pouvoir commencer à développer en JavaScript, qui est Node.js, NPM et toutes les mazas qui viennent avec. Java, on a Maven, on a les IDE, on a le compilateur Java, tout cela clique. C'est très complexe. On ne sait pas choisir, enfin, on a un langage, c'est frustrant. On a soit la simplicité d'un langage comme du Python qui n'est pas typé ou du JavaScript qui n'est pas typé, mais du coup, ça devient un petit peu borderline, j'ai envie de dire, si on veut être efficace. Et par contre, on a d'autres langages comme Java qui sont typés, mais qui sont relativement complexes. On doit choisir contre l'efficacité de compilation, l'efficacité d'exécution, on doit choisir plein de choses. Donc Go voulait un peu résoudre ce problème-là. Les slow builds, j'ai en mémoire des builds Maven qui prenaient un quart d'heure, qui étaient très très longs à se faire. Les dépendances sont très compliquées. Les programmeurs, évidemment, en Java, il y en a qui vont parler Spring Boot, il y en a qui sont totalement contre Spring, qui vont faire d'autres choses. Chacun utilise un peu le langage, enfin les parties du langage qu'il connaît, qu'il a envie. Donc ça devient vraiment très très complexe de gérer tout ça. C'est un peu de là qu'est arrivée l'idée de Go. Donc ils ont fait un cahier des charges pour Go. L'idée, c'était de faire un langage qui se rapprochait du C. Pourquoi du C? C'est parce qu'à la base, chez Google, les développeurs ont fait du C dans leur carrière. Donc l'idée, c'était d'arriver à avoir un langage qui ne demandait pas une trop longue learning curve pour eux et qui soit très vite très efficace dans le langage. L'idée, c'est d'avoir un langage qui est prévu pour retourner en 2010, enfin 2008 à l'époque quand Go a été créé. Donc depuis, en fait, quand on compare l'âge où Java est arrivé à Go, on a des machines qui sont multiprocesseurs, on fait de plus en plus d'applications network. Ce sont des choses qui ont évidemment changé. On veut un langage qui facilement va tourner sur des multiprocesseurs, qui est facilement scalable entre équipes et qui est évidemment facile d'utilisation. Donc c'est là que Go est sorti. Donc Go a été designé du coup par Robert Rismer, Rob Pike et Ken Thompson. Il est compilé, il permet de faire de la concurrence. Il y a Garbage Collector, il est typé, il build relativement vite. Moi, je vois mes microservices ici aujourd'hui chez Gabi. En 5 secondes, j'ai mon microservice qui a buildé. Et en 20 secondes, j'ai mon image Docker qui est prête. Il est simple. Et son environnement d'exécution, moi je le trouve, l'environnement complet de Go, je trouve c'est juste génial par rapport réellement à la complexité, ce que j'expliquais avec Java, où il faut connaître Maven, il faut avoir le compilateur et tout ça. Go a réellement fait un très très gros environnement qui est vraiment pas mal. Donc voilà, on va commencer, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, qui est le petit tour du langage. Je ne pouvais pas me permettre de commencer un langage sans faire le fameux Hello World. Donc en Go, on rencontre, il faut savoir qu'en Go, il y a 25 mots-clés, ou 26, enfin, quelque chose comme ça. Donc c'est un langage très très simple, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc le premier mot-clé qu'on rencontre, c'est package. Donc dans Go, chaque fichier commence par package. Avec une spécification, le package main est réservé à l'exécutable. Pour avoir un exécutable, il faut que ce soit dans le package main et il faut déclarer une fonction main qui est le point d'entrée. Si je ne déclare pas de package main ou de fonction main, le compilateur Go va considérer que c'est une librairie et donc je n'aurai pas d'exécutable. Donc la deuxième chose, c'est import, comme on trouve dans tous les langages, c'est apporter un autre package. Ici, c'est package FMT qui va me permettre d'écrire sur la console. Func pour déclarer une fonction, on déclare une fonction main, et alors ici, je l'ai fait exprès pour sortir la variable. L'assignation d'une variable, la création d'une variable, c'est 2 poids égales. Donc il faut savoir que le compilateur Go n'accepte pas de variables déclarées non utilisées, il n'accepte pas des imports déclarés non utilisés. Voilà, c'est assez contraignant, j'ai envie de dire, mais en soi, ça permet d'avoir une meilleure lisibilité du code et une meilleure maintenance. Donc ici, voilà, j'ai écrit une petite fonction qui prend des paramètres et qui retourne quelque chose. La fonction n'est pas très compliquée à lire, elle fait la somme de deux entiers, elle renvoie cette valeur. Donc en gros, on n'est pas obligé de dire que A est un entier et que B est un entier. On peut simplement écrire AB entier et il sait pertinemment bien que ce sont deux entiers. Le type de retour se fait après l'écriture de la fonction. Savoir qu'en Go, on peut également renvoyer plusieurs valeurs. On le verra ensuite.
Et donc voilà, comme je parle environnement Go, il y a quelque chose qui est super en Go, c'est que quand on veut faire des tests, c'est prévu dans le langage. Donc on crée juste un fichier qui s'appelle ici, donc mon premier fichier avec la somme s'appelait main, et ici donc je fais main underscore test.go. Il est dans le même package, j'import testing. Et donc pour avoir un test, il faut que la fonction commence par test avec un T majuscule suivi de quelque chose, et qu'elle prenne en paramètre à testing, un pointeur sur testing. Oui, oui, il y a des pointeurs en Go, mais vous inquiétez pas, c'est relativement bien géré, relativement transparent. Et donc voilà, on voit simplement si 2 différents de somme à 1, alors on rapporte une erreur. Attention, le a plus a devait être égal à 2. Et puis évidemment, quand on fait du test, à un moment donné, on se dit ouais, mais c'est cool, mais je dois réécrire du coup un test. Tiens, si 3 c'est bien 2 plus 1, si 4 c'est 2 plus 2, et c'est chiant parce que je dois recréer toute ma fonction. Ce que Go a fait pour ça, c'est qu'ils ont permis de créer des tableaux d'entrée. Donc ici, pour ceux qui connaissent le C, je définis en fait un tableau de structure qui seront mes tests. Donc je lui donne à mon test, je lui donne un petit nom, une input A, input 2, donc 2 inputs, et ce que j'expecte en output. Une structure peut être comparée, pour ceux qui ne connaissent pas le C, à une classe en Java. On peut voir plus ou moins ça comme ça. Et donc sur les lignes suivantes, je pense que la souris va se voir. Voilà, donc ici sur ces lignes-ci, je déclare finalement les inputs et les outputs de mon test. Donc je dis j'ai un test qui s'appelle A plus A égale 2, et je prends comme input A, l'input de A, et j'expecte 2. Donc ici en Go, voilà, on rencontre déjà une boucle for. Qu'est-ce que c'est cette petite underscore? C'est simplement que je ne me tracasse pas de cette valeur. En fait. Donc comme je vous disais, Go ne veut pas compiler si une variable est déclarée et qu'elle n'est pas utilisée. Donc écrit comme ça, il faut savoir que ça veut dire pour la première valeur, c'était l'index, la deuxième valeur, c'est le contenu à cet index, et je prends un range de tous les tests que j'ai définis au-dessus. Donc vu que moi, si je ne me tracasse pas de l'index, je mets un underscore. Et ensuite, j'exécute simplement le test. On voit là-bas que là, j'assigne la somme à la variable value. Si la valeur est différente de ce que j'expectais, à ce moment-là, je dis qu'il y a une erreur. Et quand je dois exécuter ce test, je ne dois pas me tracasser de savoir ce que c'est, je tape juste go test. Et donc voilà, on voit qu'il tourne mes tests, qu'il fait bien le A plus A égale 2, le 5 plus 5, 10, et j'ai fait exprès, je ne sais pas si vous avez vu, pour voir si vous étiez attentif, j'avais mis expected 3, alors que normalement je voulais moins 1, donc je me suis trompé exprès pour qu'on voit bien que la ligne ici, il me dit, ben voilà, j'ai passé les deux tests A plus A égale 2, 5, 5 égale 10, il a failé, il me dit ici pourquoi, il est avant moins 1 plus 0 devait égal à 3, il a moins 1. Donc voilà. Donc ici, j'ai fait un exemple plus complet. Je pense qu'on va voir à l'environ 80% des mots-clés de Go sur tout l'exemple. Je ne vais pas parler de la légitimité du code, il n'est pas super intéressant, il ne fait pas des choses très, très amusantes, mais c'est vraiment pour avoir un aperçu global. Donc première ligne, on a un package, main encore, je suis resté dans main tout le temps. Ensuite, j'ai les imports. Donc Go permet de faire des imports de plusieurs façons. Soit je fais un import parenthèse et puis je mets tous les imports comme ça à la suite de l'autre. Soit je peux mettre import et à chaque fois le package sans mettre de parenthèse. Donc on remarquera aussi que Go ne demande pas de point-virgule à la fin de sa ligne, comme la plupart des langages. Et on voit aussi au niveau de random, enfin de matrand, c'est simplement un petit nom que j'ai donné à l'apport. Ça permet parfois d'être plus clair, ou si vous utilisez par exemple un package string utils qui a été défini par un copain et un package string utils qui a été utilisé par un autre, ça permet de le renommer et d'utiliser les deux packages string utils dans le même code source, et ça permet à Go de savoir de quoi on parle. Donc ensuite, ici, je déclare des variables. Je déclare des erreurs qui n'ont aucun sens et qui sont vraiment juste à la démonstration. Donc, mes erreurs commencent par une majuscule. Ça veut dire qu'elles sont exportées. Pour ceux qui connaissent le Java, ça veut dire qu'elles sont publiques. Attention que Go n'a pas réellement le sens de public, protected, privé et pas de mots-clés. C'est soit public en dehors du package, soit privé dans le package. Donc en dehors du package, on ne pourra pas les voir si ça commence par une lettre minuscule. Si ça commence par une lettre majuscule, ça marchera. Attention que du coup, j'ai déjà eu la blague. Quand vous utilisez par exemple une désérialisation en JSON, si vos variables ne sont pas publiques, ça ne marche pas parce que c'est un autre qui va aller les setter.
Donc ici, Go permet de déclarer des constantes. Donc les constantes, ce sont les strings, ce sont des entiers, ce sont les choses comme ça. Donc ici, je déclare un tableau avec toutes les lettres minuscules de l'alphabet. Donc j'écris une petite fonction main. On voit à la première ligne que je crée en fait un tableau ou une erreur. Ce que je disais, une fonction Go peut renvoyer plusieurs valeurs. Et j'appelle une fonction qui va générer un slice de string random. Alors, qu'est-ce que c'est un slice? On pourrait comparer ça à une array list en Java. Donc, c'est une liste de taille variable. Contrairement à tableau, qui a vraiment une capacité et une longueur. Donc, en Go, si vous voulez, un tableau a une capacité et une longueur fixe, tandis qu'un slice, c'est variable. On peut agrandir le slice au fur et à mesure, sachant évidemment qu'autant créer un slice de la bonne taille dès le début, parce qu'à chaque fois, alors c'est comme dans tous les autres langages, il doit refaire une zone mémoire, recopier les valeurs, et ça peut prendre du temps. Ensuite, j'ai écrit une petite fonction check error qui sera vraiment juste pour montrer un mot-clé supplémentaire. J'imprime le tableau d'entrée, je fais un quick sort sur ce tableau, donc j'ai implémenté un algorithme quick sort, je ne sais pas s'il est connu. C'est une manière finalement de trier un tableau de manière récursive. Comment ce que va être trié, c'est pas super intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est récursif. Et ensuite, je fais une boucle for pour imprimer les valeurs de ce tableau. Et comme je disais, ben voilà, ici, I, c'est l'index, S, c'est la valeur contenue dans le tableau. Et je parcours le tableau. Donc, on pourrait comparer ce for à for each. Donc, on a la première fonction check error. C'était juste pour montrer finalement qu'il y avait le switch en Go. Donc, elle prend une erreur en paramètre, elle ne renverra rien. Donc, elle check juste si l'erreur est différente de nulle, alors elle switch pour regarder les différents types d'erreurs. Donc, ce sont des erreurs que j'ai déclarées au début. Attention que dans les cases en Go, contrairement à la plupart des langages que j'ai pu rencontrer, il n'y a pas de return et il ne continue pas, par contre, à aller au suivant. Donc ici, le non-existing error, après qu'il ait fait son this is a non-existing error, il s'arrête là. Donc si on veut qu'après le case, il continue, il faut utiliser le mot-clé fall through qui permet d'aller au suivant. Et on a le mot-clé default qui, dans ce cas-là, il fait une panique. Une panique, c'est vraiment, je ne sais rien faire d'autre, je plante, je m'arrête parce que ça a planté. Donc voilà la fameuse fonction generateSlice. Donc il prend un entier qui est le nombre d'éléments qu'il va générer et ça renvoie un slice de string, donc qui est noté comme un tableau. En fait, si j'avais simplement mis une valeur entre les deux crochets, j'aurais défini que ça renvoyait un tableau et non plus un slice. Donc vraiment la différence entre un slice et un tableau est très très minime, mais elle est là, elle est importante quand on l'utilise et ça peut renvoyer une erreur. Donc qu'est-ce que je fais à la première ligne? Je définis une variable start time qui est l'heure à laquelle, le temps à laquelle ma fonction démarre. Et on voit à la ligne suivante que j'ai à défaire. Qu'est-ce que c'est défaire? Ça dit juste à Go, cette fonction-là, tu l'appelleras à la fin de la fonction dans laquelle tu es. Attention que c'est bien de la fonction et pas du bloc. Donc à la fin de la fonction ici generateSlice, il va appeler le print duration et le start time en paramètre. Je disais qu'attention, oui, c'est la fonction, parce que si j'avais mis dans une boucle for, ils font savoir qu'ils vont être pris sur une pile, si vous voulez, et alors c'est une LIFO. Donc le dernier défaire qui est rentré sera le premier exécuté à la sortie de la fonction. Non, non, c'est vraiment. Voilà. Donc, on me demande si c'est fait de manière asynchrone ou pas. Non, c'est vraiment à la fin de la fonction. Il appelle ça comme en Java, on a le try catch finally. Donc, réellement, à la fin de l'exécution de la fonction, il appelle ça. Le danger avec ceci qu'on peut avoir, et ce sont des erreurs qui arrivent souvent, c'est qu'imaginez une boucle for où on parcourt des fichiers. Si on ouvre le fichier et puis on fait défaire, close le fichier, comme dans tous les langages, on doit fermer le fichier qu'on a ouvert. Mais il faut savoir que les défairs sont mis à la suite de l'autre et tant qu'on n'est pas sorti de la boucle de tous les fichiers, on ne relâche pas le pointeur des fichiers. Et donc, du coup, on a la zone en mémoire qui grossit, grossit, grossit parce qu'on met tous les fichiers en mémoire et on ne les ferme jamais.
Donc pour ça, Go veut qu'on écrive une autre fonction dans laquelle on ouvre le fichier, on le ferme, on fait le traitement. Donc la ligne suivante, je génère simplement à random, ce n'est pas super intéressant. Par contre, ici on voit, voilà, j'ai un var slice, c'est encore une autre manière de déclarer une variable en Go. C'est la plus verbeuse qu'il y ait. Donc je déclare un slice qui est un slice de string et on rencontre le mot-clé make qui est un peu le malloc pour ceux qui connaissent le C. Qu'est-ce que ça fait? Ça alloue une zone en mémoire. Cette zone en mémoire va être une zone de slice pour contenir un slice de string et qui va contenir, qui aura une longueur et une capacité de size. Ensuite, je sleep juste une seconde. C'est vraiment juste pour montrer le défaire à la fin, parce que je vous rassure, j'exécute la fonction et je montre l'output sur les écrans. Donc, je sleep une seconde pour montrer que défaire fonctionne vraiment comme il est censé le faire. Et donc, ensuite, pour de i, voilà, une boucle for standard, pour i égale 0 jusqu'à la taille donnée, je génère des mots que je rajoute dans mon slice et à la fin, je retourne mon slice est nul comme erreur. Parce que comme je disais, finalement, l'erreur n'a vraiment pas lieu d'être, c'était vraiment juste pour montrer ce que ça fait. Et ensuite, j'ai ma fonction print duration. Qu'est-ce qu'elle dit? L'execution time, et elle dit voilà time.no et ça substring, ça sub, pardon, pas string, ça enlève l'heure de départ par rapport à l'heure de maintenant et on a du coup la durée d'exécution de la fonction. Attention que lorsqu'on appelle défaire, l'argument de la fonction est calculé à ce moment-là. Donc, il est passé par valeur, pour ça à qui ça parle, au moment où il rencontre la ligne défaire. Elle n'est pas recalculée. Donc, j'aurais pu mettre comme directement défaire print duration de time.no. Mais il aurait calculé time.no à ce moment-là, mais quand même appelé le print duration avec le bon time.no. Voilà. Et ici, donc, j'ai créé un quicksort. Je ne vais pas réellement revenir dessus. La seule chose peut-être intéressante à voir, c'est qu'en Go, on peut faire des assignations multiples. Donc ici, juste en dessous du if, on voit que pour switcher les deux index, je ne suis pas obligé de passer par une variable temporaire. Je peux simplement dire, voilà, switch les deux index. Ensuite, j'appelle voilà, les deux dernières lignes. On voit que récursivement, je rappelle le quicksort sur les deux arrêts, les deux tableaux plus petits. Et donc voilà, comme je disais, Go a tout prévu. Pour l'exécuter, j'ai juste qu'à faire Go run. Donc on dit que Go est compilé, mais en fait on peut faire du Go run et l'exécuter comme un script bash standard ou un script Python plutôt, parce que Python c'est pour l'exécuter. Donc voilà, on voit l'execution time qui est d'1 seconde et voilà, ça a été très rapide. Heureusement que j'ai dormi, enfin j'ai fait un time sleep d'1 seconde. Et donc là, voilà, on a le tableau de départ et ma fameuse boucle for qui imprime les éléments qui ont été triés. Voilà, on a plus ou moins vu tout le langage Go, là, en fait. J'exagère. Donc, en fait, oui, vous allez venir en me disant, oui, mais on m'a dit que Go était concurrent et que je pouvais faire des trucs concurrents de manière très simple. En fait, oui. Ici, j'ai créé, donc, ce que j'ai mis en jaune, c'est ce que j'ai rajouté par rapport au code précédent. Je n'ai pas tout retapé. Donc, j'ai simplement créé un wait group. Donc, un wait group, qu'est-ce que c'est? On peut simplifier ça en disant... c'est simplement un endroit où on va dire, tiens, il y a une fonction qui est en train de s'exécuter et elle garde en mémoire le nombre de fonctions qui sont en train de s'exécuter. Et à chaque fois qu'une termine, elle lui dit, j'ai fini. Et ce wait group attend à un moment donné d'être, ça va, il n'y a plus personne qui s'exécute. C'est bon, je peux continuer. C'est ce fameux, je ne l'ai pas mis en jaune, pardon, j'ai oublié de le mettre en jaune, mais c'est le fameux wait group.wait. Ici, il va arrêter, il va attendre que toutes les fonctions qui ont été lancées dans ce wait group soient terminées. Donc Quicksort concurrent, c'est le même code source que Quicksort tout court, c'est juste qu'il prend en paramètre le fameux wait group. Et qu'est-ce qu'on fait au début? On fait wait group add 1 pour lui dire, en fait, j'ajoute une exécution et je défère ici wait group.add-on. Donc là, ça veut dire, je retire finalement une exécution. Donc à la fin, grâce au défaire, à la fin de ma fonction, quand il va sortir, il va dire, ok, moi j'ai terminé. Et j'ai rajouté deux mots-clés qui sont ici Go. Et donc, Go plus le nom d'une fonction, qu'est-ce que ça fait? Finalement, ça va pouvoir lancer de manière concurrente. Il ne va pas attendre le retour de la fonction pour pouvoir aller au suivant. Donc ici, le quicksort concurrent va pouvoir être lancé
j'ai envie de dire en parallèle, voilà, je vous invite à aller voir la vidéo de Rob Pike sur le parallélisme et la concurrence. C'est très intéressant, mais ça sortait un peu du timing qu'on m'avait permis d'avoir aujourd'hui. Donc voilà. Et donc, ben, vous allez me dire, c'est cool, tu as écrit Go, mais qu'est-ce qui montre que finalement on l'exécute en parallèle et que ça va réellement plus vite, enfin, en concurrence et que ça va réellement plus vite? Ben, Go a tout prévu. Go, dans cette test, il permet également de faire des benchmarks. Donc, on peut voir ici que j'ai vite écrit test. Je déclare un tableau input array, enfin un slice input array, et j'ai une fonction init. Donc, la fonction init en Go, c'est une fonction qui est exécutée avant toute chose, avant même le main ou autre. La première chose qu'on appelle, c'est init. Donc, ça permet d'initialiser des choses. Et ici, ben, j'initialise un tableau de 500 éléments. Et donc, j'ai deux fonctions benchmark. Donc, on remarquera qu'elles s'appellent benchmark quelque chose. C'est finalement comme les tests qui s'appelaient test quelque chose. Et par contre, elles prennent un pointeur testing B et puis un testing T. Et qui signifie à Go que c'est une fonction de benchmark. Et donc, B nous permet d'avoir accès à une variable n majuscule. Et donc, ici, pour une boucle for, j'exécute ma fonction quicksort ou ma quicksort concurrent avec le wait group. Et donc, quand je fais mon Go test avec les benchmarks, ben, on voit que la fonction normale sur le wait group a été exécutée 862 fois avec, allez, on va dire 1 500 000 nanosecondes par tri. Et par contre, on voit que celle où j'ai pu faire de la concurrence, elle ne prend plus que le tiers du temps. Elle prend 500 000 nanosecondes et elle a été exécutée 10 000 fois. Donc, on peut se dire que la concurrence est intéressante. Et donc évidemment, quand on parle de concurrence, on peut imaginer en fait Go, ben, on va utiliser le mot, on peut dire que c'est un thread. Ils n'aiment pas dire que c'est un thread parce que c'est quand même beaucoup plus léger qu'un thread, la Go routine. Donc Go fonction, ça s'appelle une Go routine. La Go routine est beaucoup plus légère qu'un thread, mais on va appeler ça un thread. Mais il faudrait quand même que ces threads se parlent entre eux à un moment donné. Et qu'est-ce qu'a fait Go pour ça? Go a créé les channels. Donc on retrouve une fonction ici, une fonction somme qui somme tous les éléments d'un tableau et elle prend en paramètre un channel qui va récupérer un message entier. Donc ici, je mets la somme à 0, je prends tous les éléments du tableau, je les additionne et puis j'envoie la somme dans le channel. Dans la fonction main, je crée un petit tableau d'entier, je crée mon channel et donc j'envoie en parallèle, en concurrence, la somme de la première moitié du tableau, donc le écrit comme ça S entre crochets 2 poids len de S sur 2, ça veut dire en fait tous les éléments du slice ou du tableau, ça marche aussi avec les tableaux cette fonction, de 0 à la longueur divisée par 2. Donc je prends la première moitié du tableau, à la ligne en dessous, je prends la deuxième moitié du tableau et je leur passe le channel. À la ligne en dessous, on voit ici que X, Y, ils vont à chaque fois lire un message du channel. On peut faire ça dans une boucle for. Ici, je savais pertinemment bien que je n'attendais que 2 messages. Donc, pour éviter d'allonger le code, j'ai simplement écrit reprends les 2 messages. Mais en gros, il attend d'avoir reçu les 2 messages sur les channels avant de continuer. Et j'imprime les valeurs de x, de y et de x plus y. Donc voilà, la première moitié de mon tableau, c'est moins 5, la deuxième moitié, c'est 17, et la somme totale de mon tableau, c'est 12. Donc ça permet à différents threads de communiquer entre eux grâce à un channel, et on peut créer des channels d'entiers, de booléens, de tout ce qu'on veut finalement. On peut voir ça comme un channel de messages. Donc comment est-ce qu'on gère les dépendances en Go? Mais c'est très simple finalement. On a juste un fichier qui s'appelle go.mod. On déclare le nom du module. Ici, je l'appelais geek parce que je ne devais pas committer quelque part, mais on revoit dans la ligne suivante, j'explique le quoi. Go, ben, A.case, donc c'est la version de Go que j'utilise. Ils viennent de sortir la A.case il n'y a pas si longtemps. Et require, ce sont les requirements de mon programme. Donc, j'ai besoin de cloudgoogle.com/go/firestore en version A3.0. Et j'ai besoin de github.com PQ pour ces driver Postgres pour Go en version 8.0. Donc comme je disais, module geek, ben, finalement, normalement, non. En fait, on nomme le module le pass git sur lequel on va committer. Donc vous pouvez aller voir en fait sur github.com/slip/pq et vous arrivez réellement au code source de la libpq, la lib Postgres en Go. Et VA80, c'est un tag sur ce repo git qui permet de télécharger le code à ce tag-là.
Et comment est-ce qu'on fait? Oui, c'est bien beau, j'ai spécifié mes dépendances. Et comment est-ce que je fais pour les télécharger? Ben, on a encore le mot-clé Go. Go mode download et boum, ça télécharge les dépendances en local. Et si on veut simplement une dépendance, ce qui arrive souvent, moi régulièrement, c'est que je suis en train de coder, je me dis, ah ben merde, il me faudrait un driver Postgres pour Go. Donc je cherche Google Postgres Go, j'arrive sur GitHub libpq, et puis alors à la place de copier et coller et d'ajouter le tag à la main, tiens, ils sont à quel tag? Ben non, je fais simplement go get GitHub libpq, et tout seul, il rajoute dans le Go mode avec la dernière version qu'il a trouvée dans les tags. La question qui viendra après, c'est est-ce que Go est un langage orienté objet? La réponse officielle est oui et non. Donc, je vais expliquer le pourquoi. Donc voilà, comme je vous disais, on peut définir des structures. Les structures, ce sont des classes ou des structures C, ce sont simplement des objets qui encapsulent d'autres objets plus compliqués. Ici, j'ai créé un animal qui a un nom et un surnom. J'ai remis comme quoi, voilà, attention que le name est public et le surname est privé. Et donc, on voit que je peux, sur cet animal, appeler une fonction speak, qui lui permet d'afficher sur la console je suis un animal. Bon, c'est pas super intéressant comme truc, mais voilà, ça montre qu'on peut faire une classe et qu'on peut avoir des méthodes qui s'appliquent sur cette classe si on a envie de parler de Java, mais en gros on parlera de structure et de méthodes appliquées à cette structure. Donc comment est-ce que j'initialise du coup ma structure? Ah ben là-bas, soit il n'est pas passé à la pression PDF, soit je l'ai oublié. Il manque un underscore. Donc, comme je vous disais, je ne pouvais pas écrire A égale quelque chose parce que vu que je n'utilisais pas, Go me râlait dessus, il me le soulignait en rouge, donc j'ai dû mettre underscore égal. Donc, la bonne façon de faire, c'est ça, c'est de spécifier à chaque fois quel paramètre on met, mais on n'est pas obligé, comme je vous montre à la ligne suivante, on n'est pas obligé et Go mettra dans l'ordre. Maintenant, c'est pas super de le faire comme ça marche. Mais ce qu'il y a, c'est que si je décide à un moment donné de mettre surname juste avant name, lui, à l'initialisation, il va aussi inverser le name de vers le surname, ça n'ira pas. Tandis qu'on nomme les arguments, on est sûr que ça fonctionnera toujours. Et je vous rassure, les IDE complètent automatiquement les names, surname et tout ça. Et puis j'appelle simplement un.speak et qui va afficher je suis un animal dans la console. On peut également avoir une manière d'avoir, si on veut, de l'héritage. C'est pas vraiment de l'héritage, c'est pour ça que Go n'est pas vraiment un nom orienté objet, un langage orienté objet. On définit simplement une structure dog qui contient une structure animale. Alors Go est assez intéressant, on voit dans les codes suivants que pour l'initialiser, je dois lui passer l'animal, ça oui, mais par contre après je peux directement accéder à name. Donc Go directement, si je mets doc.name, c'est que c'est le name en fait qui retrouve dans animal parce qu'il a un truc animal. Si maintenant je définis plusieurs structures qui ont chacune name, je suis obligé de spécifier dog.animal.name pour dire de quel name je veux parler. On peut également du coup overrider les méthodes entre guillemets. On voit que sur le dog, maintenant je veux dire je m'appelle, je suis un chien et je m'appelle, et voilà, je vais chercher la variable name de mon dog. On voit qu'ici, donc le d.name, c'est le d que l'on retrouve ici. Et donc du coup, je peux créer un dog, là je le crée vide, et je peux faire parle. Je n'ai pas dit, mais en Go, le nul, entre guillemets, n'existe pas vraiment. Pour tous les types standards, donc les booléas sont d'office faux, les strings sont d'office une string vide, le temps est toujours 0, mais il n'y a pas de variable non initialisée en Go par défaut. Elles sont initialisées. Et le danger, du coup, par exemple, un bug qui arrive souvent qui m'arrivait souvent au début où j'étais en Go, quand je fais un slice de string, il initialise toutes les strings à vide. Et donc, si vous appendez, lui, il append à toutes les strings vides. Donc, si je crée un tableau de 10 strings vides et que j'ajoute 5 éléments, j'arrive à un tableau de 15 éléments, alors qu'à la base, je me dis, non, j'ai juste créé un tableau vide de 10. Mais non, vu que lui a créé 10 strings vides, quand j'ajoute des éléments, on se retrouve avec 15. Mais, là où on voit qu'on n'est plus orienté objet, c'est que quand je crée un slice d'IMO, je ne peux pas lui ajouter un chien. Go va refuser de compiler. Il le dit de manière très claire, il ne peut pas utiliser le type dog comme un type animal. Donc voilà pourquoi on n'est pas réellement orienté objet. La solution pour ça, c'est de définir une interface.
une interface speaker. Donc une interface, finalement, c'est un contrat qu'on remplit. On envoie en C++ et en Java, mais pas en C. Donc si on implémente la fonction dont on parle ici, donc speak, on a automatiquement l'interface speaker. Et donc du coup, quand je crée mon tableau, mon slice de speaker, je peux lui ajouter mon chia, et alors on voit qu'il applique la fonction speak sur le bon type. Donc j'ai pas changé ma structure dog. C'est pas un oubli de ma part de ne pas avoir recollé le code de dog, c'est qu'en fait il n'a pas changé. Donc en Go, l'implémentation est implicite. Donc tout qui va implémenter la fonction speak sera automatiquement une interface speaker. C'est assez bizarre au début. J'avoue qu'au début j'étais pas fan. Parce que j'aimais bien avoir en Java un fameux implements, et on sait directement de quelle interface on a affaire. Mais l'idée des interfaces en Go est différente des autres, et finalement on s'y fait du fait que l'on soit implicite. Et ça permet du coup beaucoup plus de choses. Quand vous avez un code qui ne vous appartient pas mais que vous voulez en définir une interface, vous pouvez aussi. Donc comme je l'ai dit au début, Go a des pointeurs, mais comme je vous disais au début, on ne se tracasse pas de ça. Go le gère pour nous. Donc ici, j'ai créé une nouvelle structure voiture. Je crée ma voiture, et là, ici, Peter sur voiture, c'est un pointeur de voiture. Donc les pointeurs, évidemment, ça ne parleront qu'à ceux qui ont fait du C, du C++. Mais donc, un pointeur, finalement, pour ceux qui n'ont jamais fait de C, C++, c'est une adresse en mémoire où je retrouverai la variable. Donc finalement, ici, j'ai ma voiture, et là, j'ai l'adresse en mémoire où est ma voiture. Et donc, pour accéder à la valeur qu'a cette adresse en mémoire, en C, on doit précéder l'adresse de la petite étoile. Donc ça me permet de lire le modèle. Et en Go, on peut le faire comme en C, ou on peut ne pas le faire. Et Go est assez intelligent pour se dire, tiens, en fait, là, c'est un pointeur vers une zone mémoire de type voiture, on me demande de lire le modèle. Donc Go gère ça pour nous. Donc Go passe les valeurs par valeur, oui, passe les variables par valeur. Donc c'est-à-dire, pour ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire qu'il fait une copie de l'objet que l'on passe, il passe la copie de cet objet à la fonction, et quand on revient dans la fonction initiale, la valeur n'a pas changé. J'ai montré ça pour être un peu plus clair sur la partie de gauche. Donc j'ai toujours ma voiture, et j'ai créé une fonction setModel qui va aller mettre le modèle de la voiture. Donc je crée ma voiture qui est un modèle Audi. Je lui dis que met le modèle à BMW et imprime le modèle. Mais contrairement à ce que l'on peut imaginer en premier abord, il va imprimer Audi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai créé la variable, quand je fais car pour asset modèle, qu'est-ce que fait Go? Il va copier l'objet car. Dans la copie de cet objet, il va aller mettre le modèle à BMW. Mais par contre, quand on va revenir dans la fonction main, la copie de cet objet a été oubliée, elle a juste été passée à cette modèle. Donc on récupère le modèle que l'on avait mis au début. Et c'est là que pour ça que les deux codes sont un à côté de l'autre. Il faut remarquer qu'ici, la seule chose qui a changé, c'est que j'ai mis une petite étoile là. Donc je ne sais pas si on voit vraiment ma souris sur l'écran. Oui. Donc cette petite étoile dit juste à Go, mais en fait, tu ne le passeras pas par valeur. Tu passes l'adresse en mémoire, tu passes la référence vers la voiture. Et donc, on voit dans l'autre côté qu'on imprime bien BMW. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il a passé l'adresse de la voiture, enfin de l'objet voiture. Il a vraiment été mettre le modèle à cette adresse-là. Donc, quand on va le relire, on a réellement écrasé, si je veux dire. Donc, j'ai fait quelques petites choses qui me sont arrivées tout au début où j'ai fait du Go, qui sont assez perturbantes et amusantes à la fois. Donc ici, c'est juste une fonction main dans laquelle je définis une variable x et je la prime, et à un moment donné, je fais x à 2 aussi. Et alors, voilà, ça peut paraître bizarre et normal à la fois. Voilà la sortie de ce programme. Donc qu'est-ce qui se passe? Finalement, on crée une variable x, on la met à a. La première fois, on imprime a. La deuxième fois, on arrive dans un bloc, on imprime a. On recrée une nouvelle variable x pour Go, à laquelle on a la valeur 2. Quand on la prime, elle vaut bien 2. Mais quand on ressort du bloc, on récupère la variable x initialement créée, donc la première variable. Par contre, si je n'avais pas mis les deux points quand j'ai fait x deux points égale 2, la variable aurait valu 2 tout le temps. Donc attention quand on met les deux points et quand on ne les met pas.
Une autre chose un peu amusante avec le défaire, j'ai déjà expliqué l'astuce tout à l'heure, mais on va repasser dessus, ça m'est arrivé aussi. Donc je crée une fonction main, j'ai une personne qui a un nom et un âge, je crée John qui a 15 ans, et à la sortie de ma fonction, je veux imprimer John 15 ans. Et juste avant, donc juste après le défaire, j'update l'âge à 20 ans. Pourtant, je prends bien le pointeur, enfin je prends bien le pointeur de personne comme, comme adresse mémoire, donc je ne prends pas une copie, je prends bien la référence. Je lui mets le nouvel âge et contrairement à ce qu'on s'attend, la sortie du programme c'est 15 ans. Alors pourquoi? C'est parce que Go, au moment donné où on a fait print personne P, là il a passé la valeur de l'objet. Donc il a copié l'objet personne, il l'a passé à la fonction et il a dit OK, toi je t'appellerai à la fin. Donc il a passé John 15 ans à print personne. Après on a été updaté, effectivement, si juste après update age, j'avais réimprimé la personne, il m'aurait bien dit 20 ans. Mais vu qu'on a dit à défaire, au moment donné du défaire, il a fait une copie de l'objet et on se retrouve du coup avec notre objet initial. Voilà, c'était un peu tout. Est-ce qu'il y a des questions? Désolé si mon débit a été rapide. Donc, je ne sais pas si on a entendu la question. La question, c'est, si je résume, comment, enfin, est-ce que j'ai des retours d'expérience sur l'utilisation de Go à grande échelle dans des grandes équipes? Voilà. Euh, non. Donc, comme j'ai dit, j'ai commencé chez Gabi Smartcare. J'étais le premier développeur. Maintenant, on est trois et on a vraiment tous les trois notre spécificité. Donc, on a des front-end plus un analyste et moi. Maintenant, chez Google, ils ont, et c'est la manière que moi j'ai choisi d'avoir sur mes microservices, c'est qu'on a un seul repo. Et donc, du coup, c'est directement plus facile à gérer à ce niveau-là. C'est le seul retour d'expérience de grande échelle que je peux dire. Ce sont mes microservices qui sont dans un seul repo. Et voilà. Maintenant, ça me paraît pas super complexe, vu la manière de gérer le Go mode et de pouvoir spécifier des valeurs. Je ne l'ai pas dit en fait, mais on peut, si vous voulez développer un local, une partie, vous pouvez aussi mettre, donc mettez votre Go mode, vous avez les dépendances, et on peut mettre replace, telle dépendance, ben, en fait c'est tel pass en local. Donc ça permet de modifier du code en local sans le pousser sur un repo guide pour pouvoir le tester. Moi c'est comme ça que j'avance, parce qu'on a quand même un repo sur le côté qui est notre API, j'ai envie de dire vu qu'elle est partagée entre le front-end et tout ça, mais on l'a un repo sur le côté. Mais quand je travaille sur l'API, pour éviter de m'amuser à commiter et dire à Go, ben, je veux telle version ou autre, ben non, je dis juste replace l'API, tu vas chercher ça sur mon pass local. Et voilà, donc la manière dont on le gère me ferait pas peur pour de grandes équipes, mais je n'ai pas de retour personnel sur le sujet. Mais voilà, oui, c'est vrai que je le dis pas, on parle de Go, on se demande s'ils ont fait quelque chose. Bah oui, Docker est écrit en Go. Kubernetes c'est écrit en Go. Il faut savoir que la stack Firebase, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est une grosse stack Google pour les applications mobiles, vient d'être migrée de tout ce qui est Node vers Go aussi. Donc je pense que vu la taille et l'envergure des projets, à mon avis, ça doit être viable. Maintenant, c'est vrai que peut-être que je vais essayer d'une manière et quand on aura 15 développeurs, on va se dire bah merde, c'est pas le bon chemin. Moi, je n'ai pas réellement de retour sur les grosses équipes, mais voilà, comme vous dites, les gros projets, deux gros projets l'utilisent. GitLab Runner aussi l'utilise aussi, qui est une communauté. Donc finalement, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir.
C'est ça. Donc la question c'est est-ce qu'un développeur Java aura envie de migrer vers du Go, sachant qu'il va perdre une partie de l'orienté objet et qu'il va devoir apprendre un nouveau langage? Je suis là, donc je viens du monde Java et je suis allé vers du Go. J'ai un autre qui a testé le Go, mais lui n'est pas de manière dans l'entreprise. Il a testé pour lui, son retour est positif aussi. J'avoue que de passer à Go est différent parce que une interface en Go n'est pas nécessairement l'interface comme on l'entend au sens Java en fait. En Java, on aurait plus envie de dire, dans mon exemple par exemple, on va créer une interface animale. Tandis que Go a plus tendance à créer des interfaces. On a l'interface reader qui est quelque chose qui va lire des bits quelque part. On a l'interface writer, quelque chose qui va écrire. Il n'y a pas réellement d'interface qui représente des objets. Et l'idée de, je ne sais pas lequel des trois dit ça, donc des fondateurs de Go, ils disent qu'en fait, ils ont fait ça à un moment donné pour simplifier, parce qu'ils disent on a des interfaces de toutes parts, on implémente ça, ça, ça et ça, et finalement, on ne sait plus très bien qui fait quoi et qui est quoi. Il dit, nous, on a arrêté, on a fait des interfaces implicites. Voilà. C'est... Mais moi, au début, c'est vrai que j'ai testé Go lorsque j'étais employé Java. J'ai d'abord regardé, je fais qu'est-ce que c'est que ce langage de fou furieux, j'ai envie de dire. On me renvoie une erreur, je dois tester si l'erreur est différente de nulle. Enfin, je suis de retour en 1980 avec mon fichier en C qui me renvoie nul, et si ça me renvoie nul, il y a une erreur, je ne sais même pas ce que c'est, quoi. Tout ce qu'ils ont amélioré, je dis c'est le... Pardon. Donc c'est vrai que tout au début, Go, en tant que développeur Java, je me suis dit non, c'est pas possible. Après 2-3 mois d'utilisation, parce que voilà, moi évidemment j'avais la motivation comme j'ai présenté au début, où c'était pas possible, mais si microservices sur la machine avec 4 Go de RAM, je faisais un appel, c'était fini, quoi, la machine elle était morte. Donc j'avais une motivation derrière pour apprendre ce langage. Et au retour, bah, je suis vraiment plutôt convaincu. Déjà simplement par l'environnement, Go test, je veux formater mon fichier Go FMT, je veux compiler Go build, je veux avoir mes dépendances, je fais Go dep. Enfin, je trouve vraiment l'environnement super simple. Maintenant, j'ai un de mes collègues qui me dit souvent que lui, il se remettra au Go quand ils ont inventé les génériques. Parce qu'évidemment, c'est vrai que quand on vient d'un monde orienté objet peut-être un peu plus fonctionnel, ben, les génériques manquent en Go. Donc voilà, le retour d'un développeur Java, c'est quand on est forcé à le faire, ben, moi ça m'a bien plu et maintenant, à la limite, ça va m'ennuyer si je retourne un jour vers du Java. Mais voilà. Mais c'est parce que je trouvais le retour, je trouvais ça plus intéressant avant d'expliquer, bah, tiens, c'est vrai, je fais du Java depuis 10 ans, tu fais du Go, bah, je me dis de ça l'intérêt finalement, si vous voulez faire, juste avant que vous arriviez, si vous voulez faire du Go, vous tapez Go Hello World et vous avez la vision du langage. Donc je pensais que le retour d'expérience, dire pourquoi est-ce que j'ai fait du Go et pourquoi j'en suis arrivé là, je trouvais ça plus intéressant à la limite que tout le reste. Les longueurs de build sont toujours les mêmes. Enfin, oui, on me dit que ça ne résout pas enfin, les performances en Go sont évidemment meilleures. Euh, Maintenant, ils ont sorti, à ma connaissance, un plugin Spring Boot qui permet de faire du natif. Donc, permet déjà d'avoir des images beaucoup plus petites en Docker. Et du coup, un temps d'exécution certainement plus rapide. Ça ne résout pas le problème de la longueur de build, mais déjà au moins on a plus 150 mégas à se trimballer juste pour une image Docker qui fait le world, quoi. Java est un environnement complexe. Donc, oui, donc c'est pas une question, c'était une affirmation qui disait que Java restait un environnement très complexe. Et de fait, Java, soit
vous apprenez Maven, ou soit bien qui sont encore plus vieux, qui sont sur du Ent ou du V. On a déjà là 4 systèmes de build différents, 4 systèmes de dépendance différents. Voilà, c'est ça que moi, quand je suis arrivé à Go, je me suis dit, mais c'est facile en fait. J'ai pas envie de savoir comment il gère sa dépendance. Moi, je lui dis juste, je veux ça comme dépendance et donne-la moi, quoi. Donc la question, c'est est-ce que beaucoup de gens programment en Go? J'ai envie de dire, sachant que Kubernetes, qui est un peu aujourd'hui la vague sur laquelle tout le monde surfe, est écrit en Go, je dirais que oui. Maintenant, comme je dis souvent à des amis ou collègues, je pense que Go n'est pas un langage qui va effectivement développer, parce que aucune société aujourd'hui, à ma connaissance, va dire à un moment donné, bon, on a 15 ans de dev Java derrière nous, on jette tout, on recommence en Go. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de monde à travers le monde, beaucoup de gens à travers le monde qui font du Go. Rien qu'à voir l'ampleur des projets Go qui existent. Donc, ce que je disais, il y a Kubernetes, Docker, il y a GitLab, il y a, il suffit de chercher, je pense, une partie de MongoDB qui a été migrée aussi vers du Go. Donc, il y a énormément de gros projets qui travaillent en Go. Mais je pense que ça restera limité parce que le monde des entreprises aujourd'hui n'est pas prêt de bouger. Moi, j'ai eu la chance, voilà, je suis arrivé dans une startup et j'ai eu la chance qu'ils me permettent de faire ce switch à un moment donné. Bon, on avait un problème de perf et tout ça, mais je pense que de mon vécu en entreprise, on m'aurait dit à un moment donné, ouais, c'est pas grave, prends une plus grosse machine, 4 processeurs, 256 Go de RAM, et on n'en parle plus, quoi.